Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Très heureux de vous parler une nouvelle fois. On va donc démarrer ensemble une nouvelle playlist sur différents épisodes qui vont se concentrer sur différentes technologies très anciennes et qui paraissent un petit peu hors du temps, quoi, entre guillemets. On se demande comment ils ont fait pour créer ce genre de machine. Et donc, pour démystifier un petit peu tout ça, pour éviter un peu les théories du complot, pour vous apporter en fait des connaissances et même des faits scientifiques réels qui ont été prouvés il y a déjà pas mal de temps sur différentes technologies que je vais vous présenter tout au long de ces épisodes. Et vous allez voir qu'en fait, finalement, il n'y a pas vraiment tant de mystère que ça. Voilà, il faut juste bien se renseigner et comprendre que l'évolution humaine, l'humanité, elle a évolué de différentes façons, à des vitesses différentes. Et donc, quand on parle de certaines technologies, on a l'impression que c'est ultra incroyable pour l'époque. Mais en fait, non, c'est juste normal, quoi. Voilà. Donc, on va essayer de démystifier un petit peu tout ça ensemble. Et vous allez voir, c'est des podcasts qui vont durer, je pense, 20-25 minutes maximum, peut-être un peu moins. Mais vous allez comprendre beaucoup de choses, apprendre beaucoup de choses. Et surtout, quand vous aurez d'autres discussions avec des potes à vous, des copines à vous, ou alors quand vous verrez par exemple des posts sur Instagram, des réseaux sociaux, TikTok, tout ça. Bref, ne vous laissez pas influencer par des fausses images, des fausses photos, des fausses vidéos. Avec l'IA, en plus, on est capable de manipuler beaucoup de choses. Donc méfiez-vous. Et je vous assure que cet épisode-là est fait pour apprendre. Ce n'est pas un épisode pour faire de la fiction. Voilà, ce sont des vraies informations. Donc j'espère qu'en tout cas vous serez attentifs et que ça vous plaira. Et comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, très bonne écoute à tous et bon épisode. Allez, imaginez, nous sommes donc en l'an 1900, au large de la petite île grecque d'Anticythère. Il y a une équipe de pêcheurs d'éponges qui explorent les fonds marins, et lorsqu'ils aperçoivent en fait les vestiges d'un navire coulé, qui est recouvert d'algues et de coraux. En remontant des amphores et des statues de bronze, l'un des plongeurs découvre en fait une masse corrodée de métal et de bois. Alors personne au départ ne se doute encore qu'il vient de trouver le premier mécanisme à engrenage qui est connu de l'histoire, et c'est en fait que des décennies plus tard, grâce aux technologies modernes de scan 3D et d'imagerie au rayon X, que les scientifiques en fait y révèlent la véritable nature de cet objet. Et ce qu'ils ont trouvé, effectivement, c'est une machine astronomique vraiment complexe. Elle date de plus de 2100 ans et a été utilisée en fait pour calculer des cycles célestes avec une précision inégalée dans l'Antiquité. Donc, bien sûr, c'est une avancée technologique si sophistiquée qu'aucun objet mécanique équivalent n'a été retrouvé avant les horloges astronomiques. Donc la question se pose alors, comment les Grecs ont-ils pu concevoir un tel instrument? Et pourquoi ce savoir a-t-il été perdu? Alors faisons un peu on va parler un peu du contexte historique quand même, pour vous mettre un peu dans l'ambiance. L'ordinateur d'Anticythère, il date d'environ 150 à 100 ans avant Jésus-Christ. C'est une période marquée par une effervescence scientifique et technologique exceptionnelle dans le monde grec. Alors à cette époque, vous aviez des savants grecs qui ont déjà développé des théories astronomiques avancées et des outils scientifiques sophistiqués. Donc vous aviez par exemple Ératosthène en moins de 150 qui a calculé donc la circonférence de la Terre avec une précision remarquable. Vous aviez aussi l'Hipparque de Nicée, donc en moins 190, qui a établi un catalogue d'étoiles et met au point des modèles mathématiques pour prédire les mouvements planétaires. Et puis après, bien sûr, vous avez Aristaque de Samos en moins 280 qui propose une théorie héliocentrique bien avant Copernic. Donc l'ordinateur d'Anticythère, il s'inscrit dans cette tradition scientifique qui combine donc mathématiques, astronomie et ingénierie mécanique. Et donc, avant la découverte du mécanisme d'Anticythère, on savait déjà en fait que les Grecs maîtrisaient des principes mécaniques avancés. Alors par exemple, vous aviez les clepsydres. Donc c'est des horloges à eau qui permettaient en fait de mesurer le temps avec une régularité impressionnante. Ensuite, vous aviez les automates d'Héron d'Alexandrie en moins 10 avant Jésus-Christ, qui utilisaient donc des systèmes hydrauliques et pneumatiques pour créer en fait des mécanismes automatiques. Et bien sûr, vous aviez les catapultes et les machines de guerre d'Archimède, je pense que vous connaissez tous, qui illustrent donc une compréhension fine des engrenages et des leviers. Donc le mécanisme d'Anticythère, il représente donc l'aboutissement d'un long développement technologique.
et non d'un artefact isolé dans l'histoire, hein. Voilà. Donc vous imaginez bien que déjà à cette époque-là, ils maîtrisaient ce genre de technologie. Et, et donc pour arriver à l'aboutissement de l'ordinateur denticitaire, bien sûr, il a fallu des centaines et des centaines d'années pour mettre au point ce genre de technologie. Vous comprenez? Ensuite, parlons un peu de la découverte de ce mécanisme denticitaire. Donc, en gros, il a été découvert dans une épave, hein, du 1er siècle avant Jésus-Christ. Le navire qui transportait en fait ce mécanisme a été daté entre 70 et 60 avant Jésus-Christ, hein, exactement, à l'époque où Rome en fait a commencé à dominer la Méditerranée. Alors l'épave contenait bien sûr des statues en bronze et en marbre, donc qui indiquaient un transport d'objets de luxe, hein, bien sûr, ou possiblement du butin de guerre, hein, après on ne sait pas. Vous aviez aussi des inscriptions grecques, hein, donc qui confirment bien sûr l'origine hellénistique de la cargaison. Et puis aussi vous aviez un objet en bronze corrodé qui s'avérera être le plus ancien calculateur mécanique connu. Alors faisons une petite analyse délicate et progressive qu'on va essayer de révéler dans cette partie-là. En gros, lorsque le mécanisme denticitaire est récupéré en 1901, il est en très mauvais état, bien sûr. Il faudra presque un demi-siècle, hein, pour comprendre son véritable usage. Et en plus, au départ, les archéologues ils pensaient qu'il s'agissait juste d'un astrolabe primitif, quoi. Et en 1959, vous aviez le physicien Derek des Sola Price qui démontre que c'est un mécanisme de calcul astronomique. Et plus tard, bien sûr, dans les années 2000, grâce au rayon X en 3D et la 3D, pardon, eh bien les chercheurs y découvrent que l'objet en fait il contenait plus de 30 engrenages interconnectés, ce qui est énorme, hein, quand même pour l'époque. Alors quelles sont les fonctions réelles de ce mécanisme? Contrairement à certaines affirmations erronées, le mécanisme denticitaire n'était pas un ordinateur au sens moderne du terme, bien sûr, mais c'était plutôt un calculateur astronomique analogique extrêmement avancé. Il permettait en fait de prédire les éclipses solaires et lunaires avec un cycle de 223 mois, donc le cycle de Saros. Ensuite, il affichait les phases de la Lune en fonction du temps. Il indiquait aussi les positions du Soleil et de la Lune dans le zodiaque. Et il comportait aussi un cadran pour suivre les calendriers des Jeux Olympiques afin de planifier les festivités. Donc, contrairement à certaines idées reçues, bien sûr, il ne suivait pas les mouvements des 5 planètes visibles à l'œil nu. Cette hypothèse a été écartée, hein, par les analyses modernes. Alors maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi cette technologie a disparu? Déjà, on va parler un petit peu de la fin de l'âge d'or, en fait, hein, scientifique grec. Parce que avec l'expansion de Rome, la tradition scientifique, en fait, grecque s'effondre progressivement. Et les Romains, bien qu'excellents ingénieurs, hein, ils ont privilégié, en fait, des avancées pratiques. Donc, les routes, les aqueducs, plutôt que des calculs théoriques, quoi. Et donc, vous aviez aussi la bibliothèque d'Alexandrie, hein, c'était un centre majeur du savoir antique et qui a été partiellement détruit. Et puis aussi, les connaissances, bien sûr, se sont dispersées et l'ingénierie mécanique complexe a été délaissée. Alors, est-ce que c'est une complexité trop grande pour son époque? Eh bien, selon les scientifiques, le mécanisme denticitaire, il nécessitait un savoir-faire extrêmement précis en métallurgie et en mécanique. Et en plus, sa fabrication était sans doute réservée à vraiment un petit cercle d'artisans hautement qualifiés, quoi. Donc, sans transmission continue du savoir, eh bien, cette technologie a été perdue pendant près de 1500 ans. C'est pour ça que c'est important à notre époque de garder certains savoirs ancestraux, certains métiers ancestraux qu'on a appris dans le temps et qui a été partagé de génération en génération. Il faut toujours garder des traces. Allez, on va conclure déjà sur cette première partie. Le mécanisme denticitateur est donc la preuve que les Grecs antiques, hein, avaient développé des connaissances astronomiques et mécaniques bien plus avancées qu'on le pensait. Et en plus, sa redécouverte change notre perception du progrès. Donc, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, l'histoire n'est pas linéaire. Des savoirs peuvent être perdus et redécouverts bien plus tard. Voilà, pour cette introduction, en tout cas, j'espère que ça vous a mis un petit peu en appétit et que vous appréciez. Je vais vous partager normalement le premier épisode, donc ce sera là, c'était l'introduction. Je vous partage le premier épisode juste après, et j'espère qu'en tout cas ces histoires vous plaisent énormément et que j'aurai beaucoup de retours de votre part dans les commentaires. Voilà. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.